Morning Business, le débat. Présentation du programme de stabilité du gouvernement en Conseil des ministres ce matin. C'est destiné à Bruxelles, évidemment. Cette question, est-ce que le programme est crédible? Autrement dit, est-ce qu'on va mentir à Bruxelles? J'aime bien la façon de me poser la question en disant mentir, parce que généralement, on n'ose pas aller dans cette sémantique-là. Même le moins sincère, c'est souvent difficile. Alors on va dire trop optimiste. Méthode Coué. Bon, écoutez, objectivement, c'est un grand classique. Vous prenez le chiffre de la dette est systématiquement revu à la hausse. De toute façon, on a lâché prise sur la dette. Donc maintenant, on disait l'an dernier, on disait 108 du PIB. Là, c'est 112 quand même. On a dit que ça serait stable. Oui, enfin 112 du PIB, on prévoyait 108, maintenant on prévoit 112. En un an, on a quand même dégradé notre objectif de dette. Ensuite, comme d'habitude, la même chose, on renvoie à l'année suivante les vrais efforts budgétaires, parce que trouver un peu en urgence des milliards d'économies, ok, mais là on dit que maintenant pour 2025, il faut en trouver 25 milliards d'euros, des vrais, des lourdes, hein, quand on aura fait le facile, le doux. Entre guillemets, cette année, il va falloir aller dans le lourd, vraiment. Et alors là, après, on a un totem, c'est le déficit. On continue à dire que quoi qu'il arrive, pas quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il arrive, on sera en dessous des 3% du déficit en 2027. Mais alors voilà, l'activité ralentit et après, on se demande quel est le mode d'emploi pour parvenir à ce déficit. C'est là où les problèmes commencent. Parce que le mode d'emploi, c'est 10 milliards 2024, auquel on ajoute 10 nouveaux milliards 2024 qui... Objectivement, la façon dont ils sont renseignés, déjà, on va trouver 5 milliards d'économies en demandant aux opérateurs d'État de faire des gels de crédit. On va trouver 2,5 milliards auprès des collectivités locales et puis on va trouver 2,5 milliards auprès des grands rentiers de l'énergie. Déjà, c'est quand même super optimiste. Tout ça pour éviter d'aller jusqu'à la loi de finances rectificative qui obligerait à affronter les différents camps politiques au Parlement. Et alors après, c'est le coup de poker habituel. En fait, c'est un grand classique. Alors le coup de poker habituel, le truc qui s'est jamais produit quand même depuis 4-5 ans. Hein. Ah ben il y a un taux d'épargne des ménages super important, vous allez voir, ils vont désépargner, puis ils vont consommer. Et puis comme la Banque Centrale Européenne va baisser ses taux, ben, comme ça, l'investissement des entreprises va se maintenir. Je suis désolé, mais c'est un coup de poker. Voilà. Personne ne peut imaginer, même l'OFCE qui avait commencé à espérer et estimer l'effet d'un tout petit peu de désépargne des ménages a été déçu dans ses prévisions qu'ils avaient faites au moment 2021, là, le moment où les bas de laine avaient beaucoup gonflé. Donc le recul du taux d'épargne, c'est pas du tout certain. Et puis l'autre coup de poker, qui est un grand classique, alors là, plus qu'un grand classique, vous allez voir, nous dit Bercy, on va retrouver les gains de productivité d'avant Covid. Tintin, oui, ils seront où les gains de productivité d'avant Covid? Tout le monde est encore... pantois devant les pertes de gains de productivité de 6 points depuis 2019. Non, on ne va pas retrouver comme ça les gains de productivité d'avant Covid. Donc, c'est pas mal de dire est-ce que c'est un mensonge. Après, tout le monde s'en moque, parce que vous savez très bien qu'on peut mentir paisiblement à Bruxelles, ou être insincère, ou être trop optimiste. Ça n'a généralement pas de conséquences. Jean-Marc, on ment pas, on est insincère. Ça n'a rien à voir. Oui, voilà. Le mot insincère, normalement, a une valeur juridique. C'est ça. Il est brandi par la classe politique comme une menace. C'est de ma faute, c'est moi j'ai dit mentir. Oui, voilà. Non, mais j'aime bien. Non, le mot insincère, je dirais classique. Il fait partie du vocabulaire juridique. Donc, moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est d'abord le fait que la date, c'est le 17 avril, quand vous regardez, d'habitude, c'est l'année dernière, c'était le 26 avril, les années précédentes, c'était vraiment à la toute fin du mois d'avril, parce qu'il y avait une sorte de débat sur la qualité du document. Là, on envoie le truc en se disant c'est peut-être pas la peine de perdre 15 jours, de toute façon. Là, c'est Conseil des ministres, là. Hein, oui, on raconte n'importe quoi, donc allez, on évacue ça et on en sera débarrassé, on passe à autre chose. Et donc, rien que le fait de la date, à mon avis, est symbolique. Alors après, dans le document, vous avez quand même deux types d'informations, deux types de prises de position. Celle qui relève de Madame Irma, c'est-à-dire la croissance, le taux de croissance, qu'est-ce qui va se passer, la géopolitique, la guerre à tel endroit. Bon, tout ça est absolument incapable. On est dans l'impossibilité de prévoir tout ça. Tous les raisonnements plus ou moins subtils sur le taux d'épargne. Encore une fois, il y a une inertie de la consommation. Et si la consommation augmentait, ça se traduirait davantage par des importations que par de la véritable croissance. Donc tout ça est assez convenu avec beaucoup d'affirmations dont tout le monde sait que de toute façon, elles n'ont aucune valeur scientifique. Le véritable enjeu dans ce programme, à mon avis, c'est ce que contrôle vraiment le gouvernement. Et il contrôle une chose, c'est le déficit structurel, c'est-à-dire les dépenses de long terme, et non pas les recettes qui sont liées à la conjoncture, mais les dépenses qu'il fait, qui sont des dépenses sur lesquelles il peut faire un effort. Vous trouvez qu'il contrôle, là ?
Comment ? Vous trouvez qu'il contrôle quelque chose sur le... Mais non, mais il pourrait. Il pourrait, ah oui. Il pourrait. Ça dépend de sa volonté. Et donc, dans sa volonté, il affiche une baisse du déficit structurel, depuis plusieurs années encore cette fois-ci, inférieure à ses engagements européens. Donc, non seulement, il dit ça n'a aucune importance, mais sur la seule chose où il pourrait effectivement dire j'y tiens, parce que là-dessus, j'ai un véritable... Il dit je veux pas, en fait. Non, je peux pas. Avec un constat qui, quand vous regardez le document, montre bien que l'enjeu ne porte pas que sur l'État, mais sur l'ensemble du secteur public, les collectivités locales, les forces sociales, l'État-providence, avec une focalisation qui est un constat d'ailleurs que l'État ne peut pas tout faire dans cette affaire. Il y a un tel niveau de déficit et que l'État ne peut être le seul porteur des économies. Et donc, je pense que le seul message utile et important, c'est qu'il y a une véritable volonté de revoir le fonctionnement de l'État-providence. Il y a un autre point sur lequel il a une volonté possible, c'est monter les impôts sans que ça se voit. Alors justement, voilà. Justement, on sera avec Éric Coquerel à 8h15. Je pense que monter les impôts, même si ça se voit, et à mon avis, il est plutôt d'accord. Il veut que ça se voit. Et il veut que ça se voit et il interrogera Thomas Cazenave tout à l'heure à 17h. Jean-René Cazeneuve, voilà, dit que la progressivité de l'impôt sur le revenu pourrait être un débat. Voilà, il y a peut-être des pistes. On est à 100 jours des Jeux Olympiques. Autre sujet, répétez après moi, on est prêt. On est prêt. Voilà. Et on pourra se baigner dans la Seine, a dit Estanguet. Oui, alors ça sera à vos risques et périls personnels.